Je continue mon étude sur les femmes et sur la ressemblance entre les femmes et les machines, ou entre les machines et les femmes. C'est-à-dire entre la partie la plus automatisée de notre société, mais aussi de notre corps. Tout ce qui est en bas est automatisé, tout ce qui est en haut est beaucoup plus libre, beaucoup plus imprévisible que ce qui est en bas. La médecine est avant tout l'étude de ce qui est en bas, pas de ce qui est en haut. C'est pour ça que la psychologie, la psychiatrie fait problème, parce que ça concerne le haut et pas le bas. Et les progrès de la médecine d'en bas sont beaucoup plus évidents que les progrès de la médecine d'en haut. Je voudrais revenir, pour compléter donc la présente vidéo, sur le besoin de se vider. La psychologie du vide, du vidage. Vous savez que j'ai souvent signalé, depuis des années d'ailleurs, à quel point les femmes, ça c'est un constat, les femmes ont besoin de parler, ont besoin de raconter, de se raconter. C'est-à-dire de se vider de tout ce qu'elles ont en mémoire, au sens, comme un ordinateur a des choses en mémoire, comme si elles ne pouvaient pas garder les choses. Il faut qu'elles sortent ces choses, il faut que ça sorte, une compulsion pour que ça sorte. Parce que ce qui est en nous est comme une sorte de poids, et quelque part il faut se vider pour être à nouveau capable de se renouveler. Donc il y a une espèce d'espoir de renouvellement par le fait de se vider de son passé. Même si ce passé, d'ailleurs, renaît indéfiniment. Et donc parfois, il faut donc se revider encore et encore. Et cette éthique, parce que je crois qu'on me parlait d'une éthique, cette éthique de la machine, cette éthique qui consiste à se laver en se vidant, en se nettoyant. Et en même temps, le paradoxe, qui m'est résumé d'ailleurs l'expression ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce paradoxe, c'est que plus on se lave, plus on évacue de la saleté, plus on évacue de la matière, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et par conséquent, il y a là quelques paradoxes, comme si la purification conduisait à la saleté et au salissement, à l'impureté. Comme si, pour se purifier, il fallait produire de l'impureté. Comme si, pour évacuer la merde, en quelque sorte, il fallait la faire sortir, avec tout ce qu'il y a de puanteur dans cette merde. Et ça, c'est un paradoxe existentiel de la femme, qui est toujours d'empuantir le monde pour se vider de ce qu'elle a en elle-même. Et la machine aussi, elle a ce besoin de terminer ce qu'elle a en elle-même, d'achever pour pouvoir se libérer et pour pouvoir se lancer dans une autre entreprise, dans une autre mission, pour pouvoir jouer un autre appareil, un autre disque, pour pouvoir produire un autre enfant. Car d'une certaine manière, accoucher, c'est aussi se vider. Et se vider l'utérus, se vider par l'utérus, pour justement pouvoir à nouveau enfanter, pouvoir à nouveau resservir. Il faut donc constamment une espèce de dialectique du pur et de l'impur chez la femme qui n'existe pas chez l'homme, parce que l'homme n'a pas forcément besoin de se vider. Et donc par conséquent, il n'a pas besoin d'évacuer toute la saleté qu'il a en lui, toute la puanteur qu'il a en lui. Il peut la garder en lui, puisqu'il n'a pas toujours ce besoin obsessionnel de se renouveler, puisqu'il n'est pas censé recevoir de l'extérieur, mais donner de l'intérieur. Et donner de l'intérieur n'implique pas forcément de se vider
Parce qu'on peut aussi retravailler les choses à l'intérieur de soi-même, on peut les retransformer, on peut les réformer. Ce n'est pas la même démarche. Il ne s'agit pas de jeter quelque chose, il s'agit de transformer ce qu'on a en soi, et non pas de remplacer. Vous savez, c'est le fameux débat sur faut-il réparer les objets ou faut-il les remplacer parce qu'on ne sait pas les réparer. Eh bien, d'une certaine manière, la femme ne sait pas réparer les choses, et donc elle est obligée de les jeter pour en acheter de nouvelles. Alors que l'homme, sachant réparer les choses, il n'a pas besoin de jeter les choses, il n'a pas besoin de les évacuer, puisqu'il est capable de les retravailler, de les repenser et de les réparer. Donc vous voyez bien que cette clé que j'ai proposée est extrêmement heuristique, est extrêmement heureuse, quelque part, même si elle met en évidence des clivages majeurs, et surtout, même si elle montre que ce qui est bon du point de vue féminin ne l'est pas du point de vue masculin, et c'est ça le grand drame finalement. Et d'ailleurs, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, je crois, sans vouloir exagérer, que c'était un discours qui s'adressait aux hommes et des rapports entre hommes, et pas du rapport entre l'homme et la femme. La preuve en est, c'est que dans les 10 commandements, il est dit ne convoite pas la femme de ton prochain, etc. Donc, quelque part, la femme n'est pas mon interlocuteur. Elle appartient à mon prochain en est responsable, et moi je n'ai pas affaire avec elle directement. Je n'ai surtout pas à m'en occuper. Ça lui revient à lui, il en est responsable. Je ne dois pas passer par-dessus son autorité, je dois passer par lui. Donc, tout à l'heure, il m'est venu une formule qui vaut ce qu'elle vaut, je la dirais en anglais. My values, our values are not your values. And your values are not my values. Ce qui veut dire littéralement que ce qui est bon pour vous, ce qui est une évidence pour vous, ce qui est une nécessité pour vous en tant que groupe, pour votre groupe, ne l'est pas pour le nôtre, et ce qui est une nécessité pour notre groupe ne l'est pas pour le vôtre. Et cela est fondamental, et ça c'est une vérité fondamentale qu'il va falloir assumer au XXIe siècle. Et je le répète encore une fois, il ne faut pas utiliser l'argument des évangiles, et aussi d'ailleurs d'une certaine manière de l'Ancien Testament, pour laisser croire à une égalité quelconque, car l'Évangile et l'Ancien Testament nous parlent avant tout, du rapport de l'homme à l'homme, de ce qui est semblable. Et mon semblable, c'est avant tout un autre homme. La femme n'est pas mon semblable, et je ne suis pas son semblable. Ni son prochain, bien sûr.